Professeur Karine Lacombe, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Nous étions transportés par Andrea Bocelli et ça fait de la peine même. Ça fait de la peine même d'interrompre ce merveilleux concert solitaire, tout seul dans le Duomo à Milan. Ça devait être extraordinaire. Très émouvant. Professeur Karine Lacombe, vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Vous êtes à l'hôpital parce que vous êtes de garde, je crois, pendant ce week-end de Pâques. Hein? Oui, je suis d'astreinte, oui, effectivement. Alors, professeur d'astreinte, on est nombreux, professeur de médecine, voilà, d'astreinte. Quelle est votre journée, l'exemple type, votre journée type là? Alors, la journée type, en ce moment, c'est très compliqué. On va dire, depuis 4 semaines, on a des journées types qui s'essuivent les unes après les autres sans beaucoup de repos. Comme tous les soignants, écoutez, on commence très tôt, en général entre 7h30 et 8h. On a des transmissions et puis ensuite on va voir les patients qui sont hospitalisés, certains dans un état très grave. On gère les entrées, les sorties. On arrive heureusement à faire sortir beaucoup de patients en rééducation ou à domicile. Et puis malheureusement, certains patients passent de chez nous en réanimation. On a aussi quelques décès de personnes qu'on n'a pas pu passer en réanimation, soit du fait de leur grand âge, soit parce qu'ils avaient des maladies associées qui étaient trop compliquées avec un pronostic très mauvais pour la réanimation. On a aussi des moments où on se retrouve tous pour discuter des cas les plus difficiles, qu'on appelle des réunions pluridisciplinaires, où on décide ensemble des traitements à donner à ces patients. Est-ce qu'ils ressortent de protocoles, puisqu'on a maintenant beaucoup de protocoles dans lesquels qui permettent de faire bénéficier les patients de traitements innovants. Et puis, ensuite, il y a toute la partie administrative, puisque je gère un service de quasi 100 personnes, avec chacun un rôle très précis. Donc, c'est un gros travail d'interaction avec les cadres de soins, avec l'équipe dirigeante de l'hôpital, toute la partie administrative de l'hôpital avec laquelle on est énormément en interaction pour tout ce qui est configuration des services, le matériel, etc., etc. Et puis, quand on regarde la montre, en général, il est plus de 20 heures. Voilà, on aura passé 12 heures à l'hôpital. Et vous aurez passé 12 heures à l'hôpital. C'était des longues journées. Oui, des longues journées. Professeur, comme ça veut dire, je vous écoutais attentivement, ça veut dire que lorsqu'on entre en réanimation, c'est plutôt bon signe? Je veux dire par là qu'il y a certains patients que vous ne faites pas passer en réanimation parce que vous pensez que c'est inutile? Alors, il y a des patients qui n'ont pas besoin de passer en réanimation parce qu'ils n'ont pas des besoins en oxygène qui sont extrêmement importants. Donc ça, c'est plutôt de bons pronostics et on essaye de les traiter en salle. Donc quand je parle en salle, c'est dans les services de médecine où il n'y a pas de réanimation, où ils peuvent bénéficier de traitements en particulier par l'intermédiaire des protocoles et beaucoup, heureusement, guérissent au bout de quelques jours d'hospitalisation, je dirais en moyenne une dizaine de jours. Et puis certains patients malheureusement se dégradent dans les salles de médecine et doivent donc passer en réanimation. C'est jamais bon pronostic de passer en réanimation puisqu'on sait que à peu près 50%, 40 à 50% de ces personnes vont malheureusement décéder. Donc vraiment, notre objectif, c'est d'éviter le passage en réanimation. Et puis après, il y a certaines personnes qui sont en salle de médecine, qui sont très âgées, qui ont beaucoup de maladies associées, comme des cancers, des gros troubles cardiovasculaires. Et on sait que les faire passer en réanimation, finalement, ne va pas changer grand-chose au pronostic. Donc on fait le maximum en salle et quand il le faut, on les accompagne du mieux possible s'ils devaient décéder, avec des personnes qui sont formées à ça et c'est tout le temps des moments extrêmement douloureux, très très douloureux. Bien sûr. Professeur Lacombe, en réanimation, les patients sont souvent âgés, sont en surpoids ou obèses. On a constaté cela partout en France, vous aussi, vous le constatez ? Oui, alors en fait, la moyenne d'âge en réanimation n'est pas si élevée, c'est 60 ans à peu près, parce que justement les personnes qui font partie du grand âge, je dirais plus de 80, mais surtout plus de 90 ans, ne vont pas passer en réanimation parce qu'on sait que chez elles, malheureusement, l'intubation, la ventilation peut être beaucoup plus délétère qu'un accompagnement bien encadré en salle de médecine. Et c'est pour ça que les personnes qui passent en réanimation sont celles qui sont les plus graves, mais aussi pas très âgées. Donc la moyenne d'âge en réanimation, c'est environ 60 ans.
Mais ce que l'on a constaté, ça a vraiment été rapporté dans beaucoup d'études maintenant, c'est qu'elles ont vraiment des facteurs de risque particuliers. Malheureusement, le surpoids et en particulier l'obésité, mais également tout ce qui est le cardiovasculaire, l'hypertension, le diabète, les maladies respiratoires chroniques évoluées ou non stabilisées, vraiment aggravent le pronostic en salle de médecine et entraînent souvent un passage en réanimation. Professeur Lacombe, prolongation du confinement, c'est indispensable selon vous ? Ah oui, alors ça c'est absolument indispensable parce que franchement, on a vu depuis qu'on est entré en réanimation, en confinement depuis quelques semaines, on a quand même vu dans les zones où il y avait beaucoup de cas, c'est-à-dire dans le Grand Est et l'Île-de-France, un nombre important de diminution du nombre de cas et vraiment c'est lié au confinement. Même si on aurait pu s'attendre à une diminution plus importante, on est tout de même assez content de la façon dont ça se passe actuellement puisqu'on a réussi à ne pas saturer les hôpitaux, les services de médecine et même les services de réanimation. Le confinement, donc l'effet positif du confinement associé au fait qu'on a pu transporter des patients stabilisés en dehors du Grand Est et de l'Île-de-France ont permis qu'on ne soit pas saturé et qu'on puisse faire face aux besoins médicaux. Et la prolongation du confinement actuel me semble vraiment indispensable parce qu'on a encore des tas de choses à mettre au point, par exemple les sérologies qui ne sont pas tout à fait au point, c'est-à-dire savoir qui a été infecté et qui n'est pas infecté. On n'a pas encore assez de données sur les traitements efficaces et donc tant qu'on n'a pas ces deux paramètres-là qui sont un moment extrêmement important pour définir le confinement, il faut poursuivre le confinement. C'est ce que vous avez dit au président de la République, professeur Lacombe ? Je n'ai aucun lien, aucun contact avec le président de la République. Vous n'avez pas eu de contact, il ne vous a pas appelé ? Non, pas du tout. Non. Vous savez, je pense que le président de la République s'appuie beaucoup sur ces deux comités scientifiques. Le comité scientifique est présent depuis le début et le nouveau comité CARE qui a été créé il y a quelques jours pour plus travailler sur les outils technologiques qui vont aider au confinement. Mais personnellement, non, je n'ai aucun lien avec le président de la République. Est-ce que vous attendez un message aucun clair contact et concret sur les masques, les tests, les traitements, le traçage numérique, le contrôle des frontières ? Alors oui, je pense que ce sont des notions qui vont être extrêmement importantes de bien définir et puis de faire passer le message assez tôt parce que je pense que plus on éclaire tôt et plus c'est facile pour les Français d'admettre et d'appliquer. C'est toujours compliqué quand on reste un petit peu dans le flou. En même temps, parfois on reste dans le flou parce qu'on ne sait pas. C'est aussi une position d'humilité de dire je ne sais pas et je ne peux pas pour l'instant, l'état actuel des connaissances, vous donner des orientations très claires. Mais quand même, on voit que là, on a les idées un peu plus claires sur le port du masque, on va avoir des tests sérologiques, on va aussi avoir, j'espère, d'ici 2-3 semaines, des notions très claires sur quels médicaments sont efficaces et lesquels ne le sont pas. La fermeture des frontières, ça, je pense que ça va être une décision qui va être supranationale plus au niveau européen et probablement que le président de la République a pu avoir le temps de consulter et d'avoir les idées plus claires maintenant. Je vous écoute là, c'est important ce que vous venez de dire. Vous dites, d'ici 2 ou 3 semaines, on aura la certitude, on saura si certains traitements sont efficaces ou pas, et on aura peut-être un traitement ? Écoutez, j'espère. La communauté scientifique s'est énormément mobilisée depuis un mois et demi. Vous savez qu'on a des essais majeurs. On a un énorme essai qui s'appelle Discovery, qui est un essai européen dans lequel, en France, on a beaucoup inclus et on continue d'inclure des patients parce qu'en plus, ça leur permet de bénéficier de traitements qui sont innovants. On a beaucoup d'autres essais avec des immunomodulateurs, avec des antiviraux qui sont actuellement à l'étude et pour la fin du mois d'avril et la première quinzaine de mai, on aura les idées beaucoup plus claires sur les traitements. Et je suis quand même résolument optimiste pour penser que certains d'entre eux feront mieux que rien du tout. Et à partir du moment où on a un traitement, eh bien évidemment, en tant que médecin, mais aussi en tant que personne potentiellement infectée, on est dans l'optimisme. Parce que ce n'est pas pareil d'être exposé à une maladie pour laquelle on n'a pas de traitement et une maladie pour laquelle on sait que si on arrive à l'hôpital, on aura un médicament efficace. Et ça va vraiment beaucoup changer la donne. Aujourd'hui, nous ne disposons pas, vous ne disposez pas de traitement efficace contre le coronavirus. C'est clair.
Non, oui, non, c'est clair. Pour l'instant, on n'a pas de traitement efficace pour le coronavirus. Beaucoup de médicaments sont à l'essai. Aucun de ces essais thérapeutiques n'est encore terminé. On voit tout de même, parce que avec des patients hospitalisés dans un état très grave, on n'est pas resté sans rien faire. On a donné certains médicaments que l'on appelle en usage compassionnel, c'est-à-dire des médicaments qui ont été élaborés pour d'autres indications que le Covid et qu'on l'on a utilisés dans le cadre du Covid. On a eu des résultats pour certains patients qui étaient très satisfaisants, mais difficile de dire que c'est uniquement le traitement et pas simplement l'évolution naturelle de la maladie. Donc on attend vraiment d'avoir les résultats des essais. Et comme je vous dis, on a quand même des médicaments qui semblent assez prometteurs. Alors, parmi les études en cours, l'injection de plasma sanguin de patients guéris. Là, nous aurons les résultats que vous conduisez, entre autres. Ça s'appelle la sérothérapie. Oui. C'est Coviplasme, je crois, la plasmathérapie, oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, en fait, alors, eh bien, écoutez, on va commencer demain les transfusions de plasma. Toute cette semaine, on a collecté des plasmas de personnes convalescentes, guéries du Covid. Et je dois dire qu'il y a eu un énorme élan de générosité, beaucoup d'altruisme de la part de nos concitoyens. Et je profite de l'audience de votre émission pour remercier tout le monde, sachant que on va continuer à faire appel aux dons parce qu'on a encore besoin de plasma. Et si jamais on montre que ça marche, eh bien, cette fois-ci, ça va être une production de plasma hyperhumain à grande échelle. Donc on a récupéré, collecté beaucoup de plasma cette semaine et puis on va commencer les transfusions la semaine prochaine, en fait demain, et on espère qu'on pourra inclure le nombre de patients dont on a besoin pour mesurer l'efficacité de ce traitement assez rapidement, parce que plus on inclura rapidement et plus on aura les résultats rapidement. Il s'agit de transférer une immunité à un patient malade, c'est cela? Exactement, c'est-à-dire que c'est un transfert d'immunité passive. Donc vous imaginez quelqu'un qui a été malade du Covid et qui a guéri. En guérissant, il a fabriqué ce qu'on appelle des anticorps. Ces anticorps sont des protéines qui sont dirigées contre le virus. Et ces anticorps neutralisent le virus. Et c'est pour ça que le patient, d'ailleurs, a pu guérir. Et donc ces anticorps sont contenus dans le plasma. On va donc prendre du plasma aux patients guéris qui sont pleins d'anticorps neutralisants. On va le transfuser à des personnes qui sont malades et qui n'ont pas encore guéri du Covid parce qu'elles n'ont pas encore fabriqué leurs propres anticorps. Soit parce qu'elles ne peuvent pas fabriquer d'anticorps, soit parce que la fabrication d'anticorps arrive un peu loin dans l'évolution de la maladie. Qu'en général, ça arrive entre le 10 et le 14e jour. Donc nous, on va transfuser ces anticorps par le plasma beaucoup plus tôt, avant le 8e jour de l'évolution de la maladie. Et on espère donc accélérer la guérison et en particulier éviter ce passage en réanimation où on sait que 50% des personnes qui arrivent en réanimation vont décéder. Donc c'est probablement un peu tard la réanimation. Professeur en tout cas, Lacombe. À ce stade-là. Sachant toutefois que... Oui. Oui, allez-y, oui, terminez. Je vous en prie. Terminez, professeur, terminez. Non, c'est juste pour conclure très rapidement sur le fait qu'actuellement, on va donner du plasma à des gens qui ne sont pas en réanimation, mais on est en train de monter un prolongement de cet essai chez les personnes en réanimation. Est-ce que l'on pourra commencer le déconfinement quand nous aurons suffisamment de tests sérologiques, tests sanguins et suffisamment de masques ? Alors oui, je pense que c'est deux variables extrêmement importantes, avoir assez de masques, avoir assez de tests et avoir des traitements qui sont efficaces. Avec ces trois variables-là, on pourra vraiment réfléchir au déconfinement. Est-ce que ça va être un déconfinement séquentiel, c'est-à-dire des groupes de personnes après les autres? Est-ce que ça va également être un déconfinement différentiel, c'est-à-dire pas tout à fait les mêmes régions, pas tout à fait dans le même temps, petit à petit? Donc ça, c'est vraiment, vous imaginez une équation, puis dans l'équation, il y a plein de paramètres. Eh bien, pour l'instant, il y a certains paramètres que l'on connaît. On connaît quand même ce qu'il en est des masques. On a un petit peu plus de précision sur les sérologies. Et puis, on va bientôt avoir plus de choses sur les traitements. Quand on aura tous ces paramètres, on aura la bonne équation du déconfinement. Bien, vous avez vécu tous les débats, les polémiques autour de l'hydroxychloroquine. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font la médecine, professeur Lacombe?
Écoutez, je pense que c'est vraiment c'est même plus du tout un débat médical ou un débat scientifique, hein, c'est vraiment un débat sociétal. C'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde est devenu docteur dans son coin, sachant toujours mieux que les scientifiques. Je pense que non, il faut garder, mais en même temps c'est compréhensible, hein, on est une époque qui est extrêmement anxiogène. On a bien vu avant cette pandémie que dans le climat anxiogène dû aux problèmes sociaux, aux problèmes économiques. On avait déjà eu une émergence un peu de théories complotistes sur les réseaux sociaux en particulier. Et on voit bien que c'est lié à l'anxiété de perdre son travail, etc. Et dans une crise sanitaire telle que celle que l'on vit, qui est évidemment aussi extrêmement anxiogène, eh bien, on a émerge idem des théories complotistes et qui sont principalement Est-il vrai que vous véhiculées avez sur les été même réseaux sociaux, menacé où tout le monde est plus ou moins anonyme. Est-il vrai que vous avez été menacé physiquement? Alors oui, c'est vrai que... C'est vrai que j'ai essayé dans ce débat qui était très clivant de rester sur une ligne de crête, c'est-à-dire ne pas d'être trop alarmiste, mais pas non plus d'être trop rassurant, en essayant d'apporter des éléments concrets, scientifiques au débat. Et bien sûr, ça s'est allé à l'encontre de certaines théories qui étaient propagées sur Internet. Et oui, j'ai reçu des menaces physiques, des injures, hein, dont tous les jours dans mon service, mes secrétaires et mon personnel soignant reçoivent des coups de fil anonymes, injurieux. J'ai reçu des mails extrêmement désagréables. Mais voilà, écoutez, oui, j'étais sur Twitter. J'ai désactivé mon compte Twitter parce que c'était un déversement de propos tous plus désagréables les uns que les autres. Et quand on fait de la science, quand on soigne les malades, en fait, on a besoin d'avoir une certaine tranquillité d'esprit pour pouvoir se concentrer sur ce qu'on fait. Et et mine de rien, même quand on veut avoir du recul, quand on est pollué par les réseaux sociaux, c'est extrêmement difficile d'avoir du recul. Et donc j'ai décidé de quitter complètement les réseaux sociaux, où j'essayais de faire passer de l'information objective, mais qui finalement était noyée par le flot de jugement à l'emporte-pièce. Et en fait, je m'en trouve beaucoup mieux, beaucoup plus concentrée sur mon travail de tous les jours, sur les patients et sur la recherche. Professeur Lacombe, j'ai deux dernières questions. Le vaccin, pas avant 18 mois, 2 ans au mieux. Est-ce que nous allons devoir vivre avec ce virus 2 ans? Alors, écoutez, oui, effectivement, c'est compliqué de mettre au point un vaccin. Souvent, ça prend plusieurs années. Comme ça prend plusieurs années de mettre au point un traitement contre une nouvelle maladie. Il faut dire que là, avec l'effort collectif qui a commencé dès l'émergence du virus, on est allé extrêmement vite dans la connaissance de la maladie. Par exemple, dans le séquençage du virus, ça a pris très peu de temps. Dans la connaissance de la maladie, en moins de 2 mois, on a acquis une somme de connaissances immense. On a beaucoup travaillé sur les tests, beaucoup travaillé sur les traitements, puisqu'on espère, idem, en moins de 3-4 mois, avoir des médicaments, alors qu'en général, le développement de médicaments prend des années et des années. On espère avoir un médicament en 1 an et demi à 2 ans, un vaccin, excusez-moi, en 1 an et demi à 2 ans, alors qu'un vaccin, ça peut prendre des années à être développé. Donc oui, on est raisonnablement optimiste à court terme, et de là à savoir si ce virus va s'installer et puis va continuer à prospérer, eh bien, c'est encore un peu tôt parce qu'on ne sait pas vraiment le nombre de personnes qui a été en contact avec le virus et qui est immunisé, qui fait donc une barrière naturelle à la propagation du virus. On ne sait pas non plus si on va pouvoir traiter facilement toutes les personnes infectées dès le diagnostic de la maladie. On a bon espoir. Donc je dirais quand même qu'il faut rester résolument optimiste. On aura encore des décès, malheureusement, probablement en nombre moins important que ce qu'on a eu au début. Et puis je pense que très rapidement, on aura vaccin et traitement. Donc je pense qu'il faut rester résolument optimiste. Alors j'ai une dernière question. Mais être résolument optimiste. J'ai une dernière question, professeur Lacombe. Pourquoi si peu de femmes à votre niveau de responsabilité médicale? Pourquoi dans notre pays? Eh bien, écoutez, c'est la bonne question. Alors, je ne suis pas seule, hein. Il y a beaucoup de mes collègues qui travaillent dans l'ombre, alors qui ont moins de visibilité médiatique. La raison qui peut expliquer, c'est compliqué. Je dois dire qu'on est quand même dans un pays très centralisé. Le fait d'exercer à Paris doit probablement aider. J'ai beaucoup de collègues en province qui ont un niveau scientifique aussi bien, si ce n'est meilleur que le mien, et qui peuvent moins s'exprimer
parce qu'on a moins de visibilité malheureusement quand on est en région, et ça reste le grand problème de notre pays très centralisé. En maladie infectieuse, il faut aussi savoir que pendant longtemps, on a été dominé par le VIH. Donc, en particulier à Paris, nous avons eu des aînés qui ont été très médiatiques et qui étaient principalement des hommes, parce qu'à l'époque, probablement que les femmes ont moins émergé. Mais bon, je vous rappelle quand même qu'on a un prix Nobel de médecine en maladie infectieuse qui est le professeur Barré-Sinoussi, qui est une femme. Et parce que peut-être que les femmes ont, je dirais, inconsciemment, font beaucoup d'autocensure. Et qu'il existe encore ce fameux plafond de verre dont on a beaucoup parlé. Mais j'espère que voilà, ça va changer. J'espère que beaucoup prendront ma suite. Et de toute façon, je vais vous dire, dans les études de médecine, actuellement, il y a un tel pourcentage de femmes par rapport au nombre d'hommes que ça va forcément changer par la force de la démographie. Merci beaucoup, professeur Lacombe. Merci pour votre clarté dans tous les cas. Merci et je vous en bon prie. courage. Merci. Et bon Merci courage à vous et à toutes vos équipes. Merci beaucoup. Il est 8h55. Merci. Vous êtes sur RMC et vous êtes sur BFM TV.